Nous sommes le 21 mai. En cette journée printanière, nous avons plaisir de parler de la ville des roses, Blida. Pas pour ses roses, mais pour ses stars du monde des arts plastiques, bien sûr, qui étaient mis en valeur la semaine écoulée à travers un très bel événement. Un événement donc qui met aussi en valeur tout un pan du patrimoine blidéen à travers un quartier mythique qu'on appelle Douiret. Et d'ailleurs, l'organisatrice de cet événement, Sabrina Douiret, porte le nom de cet ensemble architectural d'une grande beauté, préservé jalousement par les blidéens. Nous en parlerons à plus d'un titre, donc à travers la discussion qui nous unira avec l'organisatrice de cet événement, mais également l'artiste et plasticien donc Nabil Brahimi, qui l'accompagne ce matin donc, et qui a participé à une très belle exposition donc, à l'effet de mettre en relief le patrimoine. Donc aujourd'hui, après Blida, nous retrouverons nos rubricards, donc plusieurs rubriques et chroniques ce matin, donc du dimanche, avec notamment Aïda Meshri, notre psychologue, qui nous parlera exceptionnellement d'un aspect qui n'est pas nécessairement lié à la psychologie. Il s'agit des unités de dépistage et de suivi donc, qui sont vraiment déployées à travers les 58 wilayas et les établissements scolaires des 58 wilayas cités. Donc nous en parlerons avec elle tout à l'heure de leur importance, de leur rôle et puis de la manière dont les parents entameront justement le contact avec ces unités. Donc cette matinée, nous retrouverons également Yazid Ait Mahidine pour sa rubrique So, nous verrons avec lui des coups de cœur et des coups de gueule, ainsi que Jawdet Gessouma dans la chronique littéraire Les Bonnes Feuilles, donc qui nous mettra en valeur l'actualité littéraire la plus proche, et puis aussi qui correspond aussi à ses choix en matière littéraire parfois. Donc nous retrouverons Mariam Moussaïd pour les vertus des plantes, et puis voilà, ce sera l'essentiel de cette matinale, hormis bien sûr les reportages qui agrémenteront cette émission, ainsi que les chansons qu'on vous présentera et qui auront été sélectionnées par notre régie. Donc voilà, je vous salue encore une fois, mesdames, messieurs. Comme d'accoutumé, on ne déroge pas à la tradition de vous offrir un point météo aujourd'hui. Il est présenté par Amel Laribi et c'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. ونصنع la météo. أحوال الطقس avec Amel Laribi ce matin. Donc voilà. Bonjour Nadia. Bonjour. Ça va? Très bien. Oui, ça va. Déjà fleuri sur vos habits. Pour aujourd'hui seulement. Oui, bah, c'est le retour du soleil. Il a pointé le bout du nez. Exactement. Ce matin. Mais c'est juste pour aujourd'hui, hein, parce que demain rebelote. Hein. D'accord. Inch'Allah. Voilà. Je l'espère. Oui, on compatit avec tous les agriculteurs qui ont subi à l'est du pays quelques pluies orageuses. En vigilance orange, il ne faut pas oublier. Absolument, hein. absolument. Ouais. Espérons que ça n'aura pas fait beaucoup de dégâts. En tout cas, que nous disent les cartes ce matin? Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera le plus souvent nuageux, mais plus vers les régions de l'ouest, accompagné de quelques pluies parfois orageuses sur le haut plateau ouest et quelques pluies également sur le haut plateau centre, souvent voilées sur les côtes centre. Par contre, à l'est, eh bien, on aura quelques pluies résiduelles sur les régions côtières et proches côtières et vers les hauts plateaux et les régions intérieures de l'est, eh bien, le temps restera dégagé un peu nuageux. Au sud, rien à signaler, excepté un ciel plutôt voilé vers l'extrême sud, le Hégard et le Tassili, avec toutefois des zones de sable, cette fois-ci vers le sud-ouest. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt agréables par endroits, avec toutefois un maximum de 28 degrés du côté d'Oran, 27 Tlemcen, 26 degrés vers Relizane, 22 Al-Bayad, 23 Djelfa, également à Alger et à Naba, 20 degrés à Constantine, 21 à Batna, au sud 29 degrés à Biskra, 31 à Béchar, 32 à Gardaya, également Insalah, 33 à Janet, 37 du côté d'Adrar, 29 seulement à Tindouf, 40 degrés Bourj Bedji Mourtar et enfin 42 degrés le maximum à Ingzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt agitée sur les côtes ouest et est, peu agitée sur les côtes centre. Les vents souffleront entre 30 et 50 km/h sur les côtes ouest et est et les vents seront de secteur est à nord-est et nord-ouest sur les côtes est et 30 à 40 km/h sur les côtes centre et les vents seront de secteur est à nord-est.
On va faire un petit voyage cette fois-ci du côté de l'Europe. Le temps restera partiellement voilé sur une grande partie de l'Europe, plus exactement à Londres, Paris, Berlin, Vienne, également Kiev et Istanbul. Des pluies vers Moscou, également Rome et Lisbonne, passagèrement nuageux à Madrid. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 19 degrés à Moscou, 21 à Londres et Kiev, également à Istanbul, 23 à Rome, 24 à Paris, 23 à Madrid et enfin 26 degrés, le maximum cette fois-ci du côté de Vienne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci moi beaucoup, qui vous Amel. Voilà qui est fait. Donc, on a un petit peu les nouvelles du ciel. Ce matin, on sait que le soleil est roi Et ce de matin. retour aujourd'hui, oui. Il est de retour dans Et certaines plus au régions. centre, hein, on va le préciser. Voilà, il est en tout cas très présent dans le sud du pays, Exactement, oui. à l'instar de Janet, la Exact. perle du désert. dont Janet, ça va être un peu voilé quand même. Hein. D'accord, Ouais. très bien. Mais bon, ça reste toujours la perle du désert Ouais. avec vraiment des étendues exceptionnellement belles, notamment une région que j'ai eu l'occasion de visiter, Tikubawin en l'occurrence, où il y a un mélange de dunes et aussi de roches qui donnent l'impression d'être comme des gratte-ciel, des immeubles comme ça installés. Et Ça oui, doit être magnifique. Hein. c'est très beau, c'est très beau. Et les couchers de soleil sont sublimes dans cette région. En tout cas, J'imagine. oui, Je n'en doute pas. En tout cas, j'arrive à comprendre un petit peu pourquoi le choix de ce nom pour un groupe de musique qui nous vient de Janet, le groupe Tikubawin en l'occurrence, donc qui nous interprète d'ailleurs tout de suite ce matin une très belle chanson qui met en relief une autre étendue, le Tinéré, un désert très prisé par les touristes. Et c'est parti. Merci.
Et c'est avec le groupe Tikubawin que nous accueillons tout en douceur Aïda Mechili ce matin. Bonjour Aïda. Bonjour Radia. C'est la rubrique psychologie en principe ce matin, mais on va un peu modifier les choses, n'est-ce pas? Avec zen attitude. Avec zen attitude. Belle vue. Absolument, le sourire aux lèvres. Inch'Allah. On va parler quand même de quelque chose qui intéresse les parents, qui intéresse aussi l'évolution des petits bambins donc, et leur santé surtout. Tout à fait. Voilà qu'aujourd'hui, on a cité plusieurs thématiques autour de ces troubles d'apprentissage, de la santé de l'enfant, de son apprentissage des parents dans les moments des examens, combien que ça devient difficile de gérer un peu les angoisses, les difficultés scolaires. Mais on a oublié, et souvent on dit que face à des situations de détresse, vaut mieux consulter, vaut mieux voir un professionnel de prix qui saura orienter, qui saura prendre en charge, qui saura accompagner les différentes thématiques. Ça veut dire que c'est vrai qu'on donne les grands axes pour vraiment accompagner un enfant ou accompagner les parents pour une guidance, pour un travail plus profond, mais un professionnel, il a le cadre d'écouter, le cadre d'accompagner et puis tous les outils pour faire le nécessaire et orienter s'il s'agit d'orientation vers une consultation spécialisée. Aujourd'hui, on va parler de ce lieu qui existe entre deux secteurs extrêmement riches, la santé et l'éducation. Il y a une formule comme ça magique qui existe en Algérie, contrairement à d'autres pays, qui est une expérience unique, qui donne la complémentarité de trouver le soin médical, mais aussi le soin et l'accompagnement dans le milieu scolaire. Et à partir de là, il y a une autre vision, une autre approche. C'est dans le dépistage que ça existe, c'est dans ce regard très proche, c'est dans ce milieu scolaire avec les enfants, avec les enseignants, qu'on peut parler de ces unités de DIES, les unités de dépistage et de suivi scolaire. Ce qu'on appelle un petit peu en diminutif les UDS. Voilà. UDS, exactement, voilà. Exactement. Donc, unité de dépistage et de suivi. Elle s'installe au niveau des différentes écoles. Parfois, Absolument. Ce sont les élèves qui se déplacent dans des établissements pour justement avoir droit à toute cette consultation pluridisciplinaire, on dira. Moi, je dirais que ça a un autre rôle beaucoup plus profond. Parce que vous savez, les médecins, c'est des équipes pluridisciplinaires qui contiennent un chirurgien dentiste, un médecin généraliste, mais aussi un psychologue. Cette équipe se déplace dans les classes, au niveau des classes, pour dépister justement, voir de près, les petits bobos, là où l'enfant ne dit rien, là où on a des problèmes de visuel, d'audition, les troubles de langage, les petits soucis aussi familiaux. Il y en a ceux qui peuvent vivre des situations difficiles dans leur chagrin, leur deuil, dans les séparations, dans les conflits, dans la violence. Il y a beaucoup de choses comme ça que l'enfant peut garder comme secret, ou voilà, il cache vraiment un intérieur très profond, énigmatique, qui l'inhibe, qui l'empêche de bien continuer sa scolarité. Et ce sont ces équipes, dans le contact avec les enseignants, ils peuvent détecter, voir de près et puis palper pour être vraiment efficaces. Et ça, je crois que c'est un autre regard. C'est une autre richesse parce qu'ils n'ont pas besoin d'une demande d'aide, contrairement à d'autres professionnels qui s'installent dans les institutions mieux cadrées. Voilà, ça se fait systématiquement, c'est-à-dire qu'on explore l'enfant, l'élève sur tous les plans. Donc, et il y a l'ophtalmique aussi. Donc, le médecin se charge pour faire ce suivi. Mais aussi, l'extraordinaire, moi je trouve que, voilà, vous savez très bien qu'il y a des enfants qui ont des maladies chroniques. On peut retrouver des enfants diabétiques, des enfants qui ont de l'asthme, des enfants qui ont des sensibilités, des maladies des troubles de la vision, je disais. Absolument, donc, de l'audition aussi. Et les médecins, il est là, non pour le prendre en charge
et faire le suivi directement, mais de l'orienter vers un service, l'orienter vers un professionnel qui va le prendre en charge. Et ça, ce n'est pas des moindres, parce que vous savez, les familles, mais aussi surtout s'il y a ils sont une grande fratrie, par exemple, quand il y a plusieurs enfants, des fois les parents sont dépassés. Ils n'ont pas le temps de faire tous les contrôles possibles. Quelle porte frapper, ils ne savent pas vraiment retrouver le lien. Cette fiche de liaison facilite. La fiche de liaison, c'est une fiche d'orientation là où les médecins ou psychologues font l'orientation pour un suivi au niveau des polycliniques ou les établissements publics de santé de proximité, dans les hôpitaux aussi, chez les professionnels de soins. Et cette orientation ouvre les portes vers un rendez-vous, vers une rencontre, vers un spécialiste qui va vraiment faire la prise en charge dans toutes ces démarches. Aujourd'hui, si on parle de ces maladies, moi je trouve que le côté psychologique n'est pas des moindres. Aujourd'hui, on peut parler, vous savez... oui, Aïda Mechri, elle défend son secteur, elle défend sa spécialité. Pour la simple raison. Vous savez, tout ce qui était trouble de l'apprentissage avant, on n'avait pas les concepts. Notre dictionnaire était vraiment très pauvre. Aujourd'hui, on peut parler de ces troubles 10, on peut parler de l'autisme, on peut parler de ces difficultés. On peut détecter une dyslexie, par exemple. Ça, c'est un handicap à l'école. Voilà. Et les enfants sont tellement timides quand ils sont vraiment au primaire, ils sont toujours en recul par rapport à leurs enseignants. Ils voient pas le tableau, mais il n'osera jamais le dire, donc il ne demandera jamais à être à l'avant de la salle. Il aura peut-être des difficultés à distinguer, il est dyslexique, et il ne le dira jamais. C'est pour ça que l'enseignant vient témoigner. Il connaît un peu le profil de l'élève, il l'accompagne, il le prend en charge sur un plan enseignement dans l'apprentissage, et c'est à partir de là qu'il peut détecter réellement ses apprentissages, son rythme, ses réponses, son engagement, sa présence aussi. On peut retrouver des enfants avec des bleus un peu partout, qu'on peut vraiment dénoncer, on peut faire des signalements, il y a quelque chose. Les médecins de l'hygiène scolaire, de médecine scolaire, vous savez, sont très très actifs dans les signalements de ces enfants dans le milieu scolaire, qu'ils soient victimes d'un harcèlement par d'autres élèves, mais aussi victimes de ces professionnels. Violence parentale. Parentale, mais aussi des professionnels. Nous, aujourd'hui, on peut parler, vraiment, on a levé le voile pour dire que c'est avoir ce droit de regard, c'est avoir cette touche pour qu'on puisse vraiment permettre à l'enfant de prendre cette place et puis protéger ses droits. Je reviens aussi à dire qu'il ne faut pas rester les bras croisés. Aujourd'hui, ce sont des professionnels qui travaillent, c'est des équipes qui œuvrent jour et nuit. Il ne faut pas disqualifier un tout petit peu la force de ces équipes qui travaillent ensemble. Ils sont là à vraiment approcher, à faire un travail énorme, et surtout par rapport à cette lecture qui est globale. Est-ce que cette lecture se fait une fois par an, 2 fois par an? À quelle fréquence, justement? Vous savez, on a rencontré des professionnels de secteur de la santé, et c'est des gens extrêmement intéressants, mais aussi d'une grande compétence, qui parlent de ces programmes ciblés vers ces enfants qui sont dans le soin et l'accompagnement, mais aussi dans la sensibilisation. Aujourd'hui, et dans notre dernière rencontre, je cite un peu les assises organisées par l'organe national, il y avait aussi l'atelier santé. La représentante, je dirais, de ce dossier médecine scolaire, elle était d'une richesse dans tout le programme qui était vaccination, le soin médical, mais aussi la promotion. Aujourd'hui, on peut par exemple cibler des thématiques comme par exemple l'obésité dans le milieu scolaire. Avant, on n'avait pas ce regard. Aujourd'hui, c'est parmi les points qui peuvent attirer notre attention pour qu'on puisse vraiment prendre en charge ces détails, ces thématiques. C'est vrai que c'est d'actualité, et c'est vrai qu'il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, l'obésité n'était pas aussi présente. Il y a aussi la thématique aussi de la consommation de drogue. Avant, dans les milieux scolaires et chez les petits, ils n'avaient pas l'information. Aujourd'hui, il y a signal d'alarme quand même que il faut sensibiliser, il faut approcher les petits enfants, les protéger de ces prédateurs qui se retrouvent au seuil des écoles, de ce regard. Mais voilà, la prévention, elle vient très tôt
pour qu'on puisse vraiment les armer avec une pensée, avec une défense, avec un nom qui est très structurant pour qu'ils puissent comprendre que ça nuit à sa santé, son équilibre, à sa famille, moi je dirais l'équilibre familial. Mais il y a quelque chose comme ça qui vient de ces professionnels qui n'attendent pas que ça soit un symptôme bien placé dans le corps ou dans la pensée pour le prendre en charge, mais plutôt c'est de revenir à permettre à cet enfant de prendre conscience justement. Mais voilà, on va dire les campagnes de sensibilisation bucco-dentaire, là où on parlait de ces carrés, le brossage des dents, on a une grande expérience avec ça. C'est une grande pratique, ça sensibilise les enfants vers l'hygiène, comment vraiment retrouver un tout petit peu ce cadre. Et puis ce sont des thématiques qui ouvrent réellement et qui vont permettre de faire le relais entre les institutions, entre voilà, je dirais des équipes pluridisciplinaires qui se balancent un tout petit peu le relais dans cette prise en charge. Voilà, et le grand système de santé national. En Très tout cas, structuré. voilà, pour ce qui relève de ces unités de dépistage et justement de suivi, il y avait aussi des équipes pluridisciplinaires, rappelez-vous, un 21 mai 2003 qui s'étaient déployées à Boumerdès, entre autres, les différentes communes de la wilaya de Boumerdès très affectées par un séisme d'une grande magnitude et qui nous avait tous bouleversés. Et c'est vrai que ces équipes ont permis de sauver des vies, ont permis aussi d'aider des familles et qui en avaient besoin, et aussi d'être auprès de ces enfants qui avaient été touchés par le séisme et qui étaient hors école et qui avaient besoin justement d'un suivi sur tous les plans. Tu parles d'une expérience unique, moi je dirais. C'était avant, il n'y avait pas cette structuration qui était vraiment les cellules de crise, les groupes pluridisciplinaires, le travail dans les chapiteaux. Il y avait une solidarité, un retour, une force. Tu parles d'une expérience unique dans laquelle tous les professionnels ils ont construit dans les institutions une force interne. Et puis aujourd'hui, si on revient à placer des mots autour de ça, c'était vraiment le traumatisme, comment vraiment on peut retrouver les outils pour qu'on puisse vraiment approcher et accompagner ces familles face à cette détresse. Absolument. Donc on va revenir justement sur votre expérience personnelle, Aïda, sur les souvenirs, les réminiscences de cette journée mémorable ou de ces journées. C'était tout un mois où la mobilisation a été très intense. Mais aujourd'hui, retour justement sur cet événement dans une autre rencontre organisée actuellement au Centre international des conventions. Il s'agit d'une rencontre internationale qui met en relief toutes les techniques parasismiques et donc toute cette lutte internationale contre les séismes et leurs dangers. Donc c'est tout de suite dans ce reportage signé Rina Lerari. On revient juste après. Fortement exposée aux tremblements de terre, l'Algérie a fait des progrès significatifs dans la réduction des risques sismiques au fil des années. Des avancées évaluées au niveau de ce colloque international sur la réduction du risque sismique qui a vu la participation de plus de 700 experts, chercheurs ainsi que d'acteurs de différents secteurs algériens et étrangers. L'Algérie a enregistré plusieurs avancées, notamment la mise en place de mesures préventives et du système d'alerte précoce pour protéger sa population. L'Algérie et la Turquie ont été ébranlées par plusieurs séismes dévastateurs, ce qui fait que nos deux pays partagent la même expérience dans le domaine de la prévention contre les dangers des séismes, en se mettant au diapason des dernières évolutions technologiques, en investissant dans les recherches sismologiques. Avec la tendance à l'urbanisation croissante, de nombreux experts estiment que d'ici 2050, environ 66% de la population mondiale vivrait dans des zones urbaines. Cette concentration de population dans les villes pose de nombreux défis, notamment en ce qui concerne la gestion des catastrophes. La mise en place d'une stratégie efficiente pour la gestion des catastrophes est essentielle pour assurer la sécurité des populations. Renforcer la lutte contre les risques de catastrophes dans la mise en place d'un arsenal institutionnel et juridique avec la promulgation de la loi 04-20 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes.
Cette rencontre de spécialistes qui revêt une importance capitale est l'occasion d'évaluer les résultats des recherches les plus récentes dans ce domaine au niveau mondial et particulièrement en Algérie, qui s'est engagée à renforcer sa résilience face au séisme en adoptant une approche proactive axée sur la prévention et les réductions des risques sismiques. Effectivement, il y a nécessité de coordination internationale dans ce domaine particulier, puisque c'est vrai qu'un État à lui seul ne peut pas prendre en charge des crises liées à un séisme. On l'a vu tout récemment dans différentes régions du monde, voilà, où l'Algérie a été présente, notamment en Turquie. Voilà, avec nos équipes qui ont eu cette expérience justement acquise, perfectionnée au fil des ans, surtout avec ce point de départ, on le disait tout à l'heure, qui était le 21 mai 2003. Très important. Moi, je dirais que ça a habité notre esprit. Et puis, de près, ça nous a donné une expérience et une approche très, très différente. Aujourd'hui, on peut revenir à ces situations d'aide et de soins, comment vraiment les équipes interviennent dans l'urgence, dans la rapidité. Et puis, je reviens un peu à l'engagement de tous ces professionnels qui étaient eux-mêmes touchés. On a retrouvé des médecins, des psychologues qui se déplaçaient, qui faisaient la navette pour pouvoir vraiment accompagner, créer ces cellules et puis répondre à la demande de la population, parce qu'il y avait beaucoup de femmes en détresse, des enfants en détresse, mais aussi des hommes qui avaient besoin d'une prise en charge, d'une écoute particulière. Je reviens un tout petit peu à ce contexte. Chez nous, la parole, on n'est pas habitué à retrouver un peu cet espace ouvert vers une parole là où on peut vraiment parler de nous-mêmes et puis notre vécu. On a une pensée plutôt sur l'autre et puis c'est un peu compliqué de ramener les gens à témoigner, à parler d'eux-mêmes. Donc ils sont parler d'eux-mêmes, à parler de ces proches qu'ils ont perdus. Et nous nous inclinons justement aujourd'hui à la mémoire de toutes les victimes de ce séisme qui a ébranlé le pays. C'était le 21 mai 2003 où nous avons enregistré un taux très élevé de mortalité. Donc ça a endeuillé des familles, ça a décimé des familles. Et donc voilà, ces familles endeuillées avaient vraiment besoin de ce soutien psychologique, comme vous le dites, Aïda. Absolument, soutien psychologique, mais aussi c'est une technicité complètement différente. Vous savez, dans l'accompagnement, s'il n'y avait pas de parole, il y avait les outils. On avait utilisé beaucoup de dessins, on avait utilisé une présence, être visible, prévisible et disponible, juste pour permettre à l'autre de comprendre qu'on est là, qu'il y a eu un lien de confiance, qu'on peut vraiment écouter avec empathie, qu'on peut vraiment partager le chagrin pour aider ces professionnels. Mais aussi, il y avait une autre pratique, moi je reviens parce qu'avec du recul, on a compris que même les professionnels dans les terrains, ils avaient besoin d'être soutenus, supervisés, briefés aussi. Et ça a créé un tout petit peu un autre tournant extrêmement important parce que ça a formé des professionnels qui avec du recul, ils ont pu rédiger, écrire des articles, revenir vers une technicité, revenir à la spécificité de la société algérienne. Nos enfants, les familles, c'est très compliqué, c'est très difficile d'approcher un peu cette vie privée, fermée, interne, là où la relation avec les psychologues et les thérapeutes n'était pas très soudée, très formée. Et ça, après, je crois que de l'ampleur depuis, ça a ouvert vers une autre perspective. Aujourd'hui, on peut parler de ces psychologues dans les crises. Aujourd'hui, on peut former rapidement. Il y a des professionnels qui ont pris l'expérience et puis la force de pouvoir vraiment tisser entre professionnels cette écoute qui est basée sur un événement traumatique. Comment vraiment détecter le symptôme qui n'est pas forcément dans la douleur. Il peut être dans la répétition, dans le cauchemar, dans le vécu somatique. Il y en a ceux qui vont vous dire tout va bien, mais ils ont des difficultés. Mais tout est à l'intérieur, j'imagine. Donc, seul un psychologue était à même justement de découvrir, de dénouer un petit peu tous ces traumatismes, j'imagine. De comprendre justement. De les atténuer au fur et à mesure. Absolument. Mais en tout cas, j'ai été témoin de toutes ces équipes. Bravo à tous ces psychologues, toutes ces personnes qui étaient dotées d'empathie et qui étaient vraiment très, très présentes. Il y a énormément de bénévoles, hormis les associations. C'était un élan personnel pour chacun d'entre eux et ça a permis par la suite de nouer ces liens, de tisser, de construire des équipes.
les équipes de la solidarité, il y avait des ONG, il y avait le mouvement associatif, le secteur de la santé, il y avait une richesse et puis une présence extraordinaire. Ça a révélé la vraie nature de l'Algérien. Solidaire, bon, gentil, avenant et altruiste. Et si tu rajoutes un peu la casquette de professionnel, je crois que c'est derrière ces blues, il y avait des gens, même dans leur souffrance, ils étaient là à vraiment détecter cette parole, apporter quelque chose qui pouvait se tenir et puis écouter une maman en détresse, écouter un père, une personne qui ne pouvait pas prendre la parole. Mais aussi, je dirais qu'il y avait une grande réconciliation avec les médicaments. Vous savez, nous, on a très peur de tout ce qui peut être médicamenteux pour pouvoir soigner, accompagner. Je crois que c'était ce lien, cette parole qui était très rassurante pour permettre à ces pères, à ses grands-pères, les personnes âgées, de trouver vraiment cet outil, ce remède momentané pour apaiser leur douleur, mais aussi faire le lien vers une prise en charge qui était vraiment très structurante. Aujourd'hui, avec les incendies, je crois que cette dynamique, elle nous habite tous, que voilà, l'université aujourd'hui, elle est impliquée, les laboratoires sont impliqués, qu'il y a une autre force qui a pris vraiment une autre énergie, une autre dynamique. Espérons, Inch'Allah, al-khair, mais ça nous donne aussi l'expérience de pouvoir aider d'autres personnes et puis de parler de notre expérience avec des vrais outils internationaux, mais aussi une lecture je dirais moderne, mais avec des outils d'intervention modernes. Moi, ce qui m'avait frappé aussi, hormis ces équipes pluridisciplinaires de professionnels, c'était toute cette jeunesse qui s'était vraiment mobilisée pour l'événement, des jeunes qui étaient devenus des hommes à ce moment-là, et toute la maturité s'est révélée pendant des moments aussi cruciaux pour notre nation. En tout cas, voilà, chapeau bas à tous ces bénévoles qu'on a rencontrés un certain 21 mai 2023. Donc, vous parliez de dynamique et d'énergie. 2003, je disais, on est en 2023, effectivement. Ça fait déjà 20 ans, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Aïda Mechri. Et vous parliez à l'instant de dynamique et d'énergie. L'énergie sera au rendez-vous dans un instant avec des ambassadeurs de la ville des Roses, Blida, donc qui viennent justement à l'occasion d'un très bel événement dont on parlera juste après ceci. Restez avec nous.
Et on quitte ces belles images de cet écrin de verdure au cœur d'Alger, ce poumon d'Alger qu'on appelle le jardin d'essai, pour retrouver nos amis qui sont venus, l'un de Blida, l'autre d'Alger, mais c'est pour parler essentiellement de la ville des Roses qu'ils sont là ce matin. Donc bienvenue à Sabrina Naheb. Merci. C'est bien comme ça qu'on prononce votre nom. Voilà. Sabrina Naheb, tout à fait. Sabrina Naheb, vous êtes présidente d'une association très dynamique à Blida. Il s'agit de Mosaïque. Merci. Donc l'association Mosaïque pour les arts plastiques. Donc de Blida, donc qui vous permet d'être au contact d'autres artistes et d'organiser pour eux des événements d'art plastique. Tout à fait. Voilà. Bon, on va détailler dans un moment. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous d'abord. Merci Radia. Merci, et puis bienvenue à Nabil, Nabil Brahimi ici présent, est artiste peintre, on dira plasticien parce que vous touchez à plusieurs supports et plusieurs aussi registres des arts plastiques comme la bande dessinée entre autres, le dessin, la peinture et bien sûr on développera tout à l'heure la suite. On va revenir sur cet événement, d'abord très bel événement qui vous a unis jeudi dernier, c'était à Blida. Et malgré le petit, le petit contretemps de la météo, n'est-ce pas? Tout le monde était au rendez-vous? Ah oui. Malgré les intempéries, les prévisions qui nous ont joué un tour, ça a été une course contre la montre pour pouvoir réaliser le programme. On devait le faire dans une ruelle où est né Selwa et où a vécu Keltoum, Allah yarhamhum. Pour ceux qui ne connaissent pas, Selwa, c'est une grande diva de la chanson algérienne. C'est la rue Benzina. Et Keltoum, une grande comédienne qui nous a quittés. Ah ben bien sûr. Cette ruelle, elle est depuis le premier confinement, elle a été embellie et très bien entretenue par les habitants. Très bien. Et depuis, c'est devenu un rite. Ils sont à chaque Chaban, chaque mois de Ramadan, ils la peignent, ils le décorent, ils mettent les plantes, ils la nettoient. C'est devenu vraiment un rite. Voilà, on n'a pas cité cet endroit encore, il s'agit des Douirettes. Alors les Douirettes de Blida, c'est un des quartiers les plus anciens. C'est l'un des quartiers les plus anciens, oui, vous disiez. Là-bas, Marouf Droj, ils disent Droj, parce que c'est les seuls escaliers les plus larges et les plus importants de toute Douiret. Et juste en bas, il y a un espace qui est joliment garni. Donc j'ai contacté les habitants au mois de février et mars. On s'était réunis, ils étaient contents. J'ai demandé si je pouvais organiser mon événement chez eux et qu'ils m'aident et tout. Ils ont été vraiment très collaborateurs, je les remercie. Et donc, les préparatifs ont commencé depuis février-mars. Février-mars, donc, jusqu'à la fin où on n'a pas pu exposer dans la rue comme c'était prévu. C'était pas le projet initial, mais l'exposition a eu lieu et vous avez fait appel à plusieurs artistes, dont fait partie Nabil Brahimi ici présent. On va lui demander d'abord ce qu'il pense de ce quartier. Est-ce qu'il vous a inspiré quand vous êtes rentré, votre regard justement de plasticien quand vous y êtes entré comme ça? Alors tout d'abord bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, par rapport à votre question, pour être sincère, c'est la première fois que je découvre le quartier de Douiret et vraiment, ça m'a vraiment... ça vous a plu? Oui, ça m'a plu. C'est un beau quartier, effectivement, très ancien. On sent la vétusté, raconte des histoires. C'est comme une casbah, voilà, et ça raconte tout un pan de notre histoire. Et c'est la première fois qu'il expose avec Justement, nous. c'est la première fois que j'expose avec l'association Mosaïque. Et c'est la première fois qu'il passe en direct en Bonjour d'Algérie. Donc ça en fait 3. Voilà. Eh bien, c'est génial. En tout cas, on va parler de cet événement davantage, cet événement qui vous a réunis. On a un petit peu décrit les lieux, donné envie aux téléspectateurs de sentir l'atmosphère des Douirettes. Et c'est Feria El Hamdi qui va nous aider à voir l'image qui va avec ces paroles. Et c'est parti. 5 siècles d'existence. Le vieux quartier des Douirettes, un des premiers ensembles urbains de la ville des Roses, continue à subjuguer les visiteurs
plupart des caractéristiques architecturales semblables à celles de la Casbah d'Alger, s'en démarque par ses toitures de tuiles et ses portes étroites, ses patios, ainsi que ses jardins intérieurs, qui évoquent la lointaine Andalousie. Le Douiret de Blida, c'est une construction entièrement en pisé. Alors qu'au niveau de la Casbah, c'était beaucoup plus d'une construction en briques rouges. Et donc le cachet diffère à ce niveau-là, mais il est au même titre que la Casbah, que toutes les Casbahs et que toutes les médinas du Maghreb, de toutes les manières. Donc il se fait former de kouas d'arcades et de oustadar. Selon de nombreux témoignages d'anciens habitants, le quartier de Douiret avait abrité de nombreuses réunions de militants durant la guerre de libération, et également célèbre pour avoir vu naître de grands artistes. C'est un quartier historique et qui a fourni plusieurs artistes du chant ou bien du théâtre, du cinéma et du ulama. Et à l'occasion de la célébration du mois du patrimoine, l'association Mosaïque de Blida et des arts plastiques a organisé une exposition en hommage à ce quartier mythique. Bel espace comme vous voyez, le patio qui est si joli, là où nous exposons nos œuvres sur le patrimoine de notre association avec la participation de nos artistes et les nouveaux talents qu'on a invités pour la première fois avec nous. Et donc, comme vous voyez sur les œuvres, il y a une variété de thèmes. صغبرينا حبت ندير غير حاجه تقليديه تاع الزمان تاع البليده تاع دارت الحمامه دارت بقى بن الترك دارت نقولوا في المثل تبيخه تاع الربيع. C'est la convivialité, le partage et l'entraide. Ils ont tout gardé, les traditions, pour ce qui est de la broderie, des coutumes, tout. Toutes les anciennes familles de Blida ont habité Douiret. Et donc, ça a constitué une grande famille. Voilà. Et justement, ce dont a parlé tout à l'heure ma soeur, c'est le partage. Et la convivialité aussi. Et donc, voilà. Si on a besoin de quelque chose, eh ben, on n'éprouve même pas le besoin d'avoir besoin. Il suffit juste de taper chez quelqu'un et vous avez ce que vous voulez. Vous savez, les mariages autrefois, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, eh ben, s'il y avait une fête à faire, ben, c'est tout le quartier qui participe. كي تقولي دويرات تقولي مدرسة فن وثقافة وعلم وربي يخليهم أنهم داروا لنا هذا اليوم الخاص بدويرات إن شاء الله هذه العادة الحميدة نشوفوها في كل أحياء العاصمة. Douiret ou encore Haï Ouled Sultan, considéré comme l'un des plus vieux quartiers populaires de Blida, est en attente d'un classement au patrimoine matériel de la wilaya de Blida, en vue de le préserver du danger de la déperdition qui le guette. Voilà, ce n'est pas fortuit que l'exposition ait lieu au moment de la clôture du mois du patrimoine. Il y a un message à transmettre et c'est ce qu'ont fait toute une brochette d'artistes qui ont accompagné Sabrina Deheb, ici présente, donc avec cet esprit de préservation du patrimoine qui a régné. Justement, depuis qu'on s'est mis à traiter le sujet du patrimoine, depuis que je suis en tête de cette association, je développe chaque année le thème du patrimoine parce que il est très sensible, il est très pertinent et toutes les familles se reconnaissent dedans. Donc, on a été stoppé par la période du Covid. À chaque fois, je fais travailler les familles, la société civile. Je les invite à participer volontairement et je ne vous raconte pas le plaisir et la joie dans les yeux quand
quand ils, Quand ils prennent part, ils donnent matière à cette au point où je vois la concurrence entre ces familles. Oui, vous leur avez permis antérieurement de mettre en relief tous ces objets jalousement couvés, parce que chacun a son petit trésor. Jalousement couvé, transmis de génération en génération. Justement, il faut noter. Et vous avez permis, lors d'une autre exposition, de les mettre en valeur. Ce qui m'a impressionné, c'est l'esprit conservateur de toutes ces familles qui se mettent petit à petit à sortir de cet esprit, à vouloir pas, à sortir. À partager. À partager, j'ai compris. À partager. À montrer avec fierté cet héritage. Le mot c'était montrer. C'est la fierté. Oui. Elles veulent vraiment partager la fierté de ce qu'elles obtiennent, de ce qu'elles ont, de ce qu'elles cachent, de ce qu'elles conservent depuis longtemps. Depuis longtemps. Je vois ça même au niveau de nos élèves, vu que je travaille dans ce même quartier. Tous les élèves, la plupart de mes élèves, l'établissement c'est Becher Chali, nous travaillons aussi, nous aussi les enseignants avec les élèves, sur le sujet du patrimoine. Quand il s'agit de ma discipline artistique, moi c'est les expositions, c'est les dessins, c'est les maquettes et tout. Et quand il s'agit des matières d'histoire, des professeurs d'histoire ou de langue, mes collègues aussi préparent en fait tous les événements qui traitent le sujet. Et je remercie la directrice, Madame Melki, qui nous favorise et qui nous aide pour organiser tout ça. Donc, à partir de là, on sensibilise les enfants du quartier et l'amour du patrimoine depuis l'âge de leur adolescence. En tout cas, vous êtes enseignante, vous l'avez cité, ça me tend une très belle perche pour revenir à Nabil Brahimi ici présent, qui lui aussi enseigne le dessin dans différentes écoles. L'initiation à l'art pictural, on dira, à l'art visuel, vous le faites si bien avec des élèves qui viennent de différents horizons et de différentes écoles, et avec tout un programme que vous développez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, il y a un côté théorique, mais aussi, on fait aussi des ateliers. Donc moi j'ai affaire à des élèves qui sont, c'est-à-dire les écoles qui sont scolarisées dans les écoles privées, c'est-à-dire ils ne sont pas venus spécialement pour le dessin. Donc moi, ce qui veut dire que j'ai affaire à des élèves qui n'ont jamais pris peut-être un crayon pour essayer à décider. Vous voyez, donc, mais alhamdoulilah, le résultat est vraiment flagrant. Ils finissent par aimer au moins. Oui, justement, ils découvrent un nouveau univers, c'est nouveau pour eux. Voilà. En tout cas, c'est un petit peu comme vous, hein. Vous avez fait biologie, vous avez fait finance, donc ce sont vos spécialités. En fait, ce sont les études que vous avez entamées dans votre vie. Et puis après, votre passion a pris le dessus et vous exposez depuis très longtemps en fait, déjà. Au début, je faisais ça en parallèle. C'est-à-dire, c'était juste un hobby pour moi. Mais après avoir gagné un concours sur Alger, petit à petit, j'ai commencé à participer à des salons culturels et je commençais à exposer un peu partout à Alger, notamment hors wilaya. Donc, j'ai participé également au Salon national de la bande dessinée et aussi au Salon international de FIBDA. Oui, le FIBDA, donc le Salon international de la bande dessinée d'Alger. Et voilà, je me suis retrouvé. De toute façon, j'ai tout laissé derrière moi par amour du domaine. Absolument. En fait, après, j'ai consacré tout mon temps rien que pour l'art. La passion a pris le dessus. Cette passion qui vous anime, c'est un petit peu une passion qui ressemble à celle qui anime notre amie ici présente, donc Nehab Sabrina, qui, elle, depuis longtemps se bat pour que la culture ait sa place dans l'esprit des enfants, dans l'esprit de tout le monde. Même les adultes, surtout chez nous à Blida. La société civile a tendance de négliger hautement ce créneau.
Donc vraiment, je lutte. Voilà, je l'association milite. Mosaïque milite dans ce sens. Je milite en organisant des expositions. Et avec ferveur. Pour, il faut que nos Blidéens fassent quelque chose pour Blida. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était le thème hommage à Douairet, l'événement que j'ai réalisé jeudi dernier. C'était par rapport à l'invitation de piliers de célébrités que j'ai eu l'occasion d'être invitée chez eux, vos collègues, la chaîne Samira TV, l'émission Tatorat Bladi. Elles m'ont invitée et je suis passée chez elles. Nous avons vu Baya Rachdi à vos côtés. Justement, il y avait aussi Madame Selem, que je salue toutes les deux. Et je leur ai organisé un menu typiquement du terroir blidéen. Elles ont découvert nos plats que le grand public algérien ne connaisse pas, ne connaît pas plutôt. Et donc, c'était la joie. Une table, vraiment. Une table qui met en relief des herbes, c'était que des plantes. Une cuisine saine, à base de plantes, bio, vous avez aimé? Vous avez dégusté, vous avez vu, c'était bon? Oui, j'ai un peu Il paraît qu'il y avait énormément de confitures très très originales à la table. Oui, j'ai surtout aimé le sherbet. Sherbet, d'accord. Sherbet, mais aussi... Et sherbet que je salue, notre ami chef Wishen, qui l'a préparé avec beaucoup d'amour. De son puits, de la montagne, des hauteurs de bois, les puits, de l'eau de source, c'est trop bonne. Je remercie les familles qui nous ont aidés, qui nous ont préparés. Je cite Khatira Tiba, Ferroukhi, Ranja, une octogénaire qui a beaucoup de dynamisme. Elle s'est fait aider avec ses belles filles. Elles ont préparé avec amour même le pain ta'addar, ta'al kosha, c'est pas le matloh. La confiture, il y a eu plein de confitures. Maintenant, les bigaradiers et du kumquat, joliment décorés les flacons. Toute sa famille. Je cite aussi la famille Bendiba qui nous ont préparé une très bonne hammama. La famille, une maman nanogénaire, elle va faire son siècle, toujours dynamique, elle prépare cordon bleu, mais elle توقف في la cuisine, طيب المحنشة, طيب, c'est incroyable. D'ailleurs, ça préserve l'esprit, ça préserve le corps, d'être Douairet, c'est des découvertes. C'est des découvertes. Il y a de très beaux monuments, des vestiges qui remontent à très loin. Et des demeures. Il y a des demeures comme celle que vous avez vue sur le reportage, la famille Brada, qui nous ont soutenus, qui nous ont offert le joli patio Tahom. On a exposé nos tableaux sur l'espace. On a occupé l'espace sur les tables, sur les bancs, sur les chaises, sur les pots de plantes, sur la fontaine. C'était franchement que du bonheur. Alors parmi les familles qui conservent les maisons et y rénovent, celles qui gardent l'amour du père et du grand-père. J'imagine. Ils me disent Darbeb Allah yarhamou ma nhabsh tتبدل. Et avec une jalousie incroyable. Ils me disent il y a des familles qui sont en litige à cause de l'héritage et les problèmes donc certains comptent vendre et d'autres non. Et ils me disent Ana lou kan nsib nshriha ala khawti. Et moi, c'est le dilemme de toutes les casbahs d'Algérie. C'est incroyable, c'est incroyable. Surtout les bâtisses qui sont restées quand même, elles ont traversé des décennies. Les murs sont très costauds. Des séismes qui sont passés, elles ne sont pas détruites. C'est beau, quelques problèmes d'humidité, ça se traite. Alors les familles qui sont conscientes de tout ça, elles conservent d'une manière incroyable. On les salue, elles méritaient tout cet hommage que vous avez organisé. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à Madame la Ministre de nous aider. On cherche à ouvrir un musée à Douairet même. Le musée de Douairet, pourquoi pas. Et moi, je veux vraiment, c'est un rêve qui me tient à cœur. Je veux que toute Douairet
nous soit un musée à ciel ouvert, comme les îles de Grèce, comme Skiathos. Franchement, mais c'est... J'espère que votre appel trouvera écho. En tout cas, on va parler aussi de l'actualité de Nabil Brahimi. Actuellement, vous exposez donc au centre, au CCU, ce qu'on appelle le Centre culturel universitaire. C'est bien cela? Oui. En fait, on a commencé l'exposition, c'était la semaine passée. C'est M. Victor qui est chargé de cette exposition. En fait, ça va durer, je pense que jusqu'à la fin de cette semaine. Très bien. Jusqu'à la fin de la semaine en cours, vous êtes présent donc sur les CIMEX du Centre culturel universitaire. Voilà, mais merci en tout cas d'avoir fait le déplacement pour nous parler de cette expérience qui vous a réuni avec nombre d'enseignants d'art plastique qui sont membres, et puis d'autres artistes qui sont membres étudiants et même la plus jeune qui a 11 ans qui a exposé avec nous. C'est une découverte aussi. Elle a fait une très jolie aquarelle du portique de Bebessel. Franchement, c'était vraiment une belle rencontre. Ça m'a permis de rencontrer plusieurs artistes à l'image de M. Metawi Mokhtar et aussi M. Gottouch Mohamed. Et aussi, il y avait des jeunes... Hadjras, chez nous, c'est le Van Gogh d'Algérie. Ce qui est frappant aussi, il y avait des jeunes artistes, des jeunes talents, 11 ans, 15 ans. Donc, et c'était très varié. C'est ça l'intérêt de toutes ces belles rencontres. En tant qu'artiste, on a essayé de présenter le patrimoine algérien donc à travers nos travaux. Donc chacun de nous a essayé de décrire nos origines à travers leurs travaux artistiques. Voilà, et pour ceux qui ont raté l'événement de Blida, ils vous retrouveront, donc on disait, au Centre culturel universitaire pour de plus amples échanges. On a été ravis de vous recevoir et on attendra votre visite à l'occasion d'une autre exposition, pourquoi pas. Et merci également à Sabrina Brahimi, donc on a Sabrina Naheb ici présente, donc, qui est organisatrice de l'événement de Wiret, mais également donc présidente de l'association Mosaïque de Blida des arts plastiques. Voilà. Je peux... Oui, allez-y, rapidement. Je vous remercie. Je tiens à remercier toutes les familles qui nous ont soutenus. À citer la famille Abdallah, Arab, Ben Zineb surtout. Ben Zineb, à l'occasion, il habite une maison qui a été habitée par le premier président algérien, Ben Khaddala. Et il la conserve très bien. La famille Areski, Qara Mustafa Omar et Nassera, les Bradaï, les Ben Diba, les Bouzouidja Salim, les Sahnoun, Yamani, Ben Ali, Ranja Ferroukhi, Asia Zamouchi, Mariam Rahmani, Selma, Hamida Sid Ahmed, Sadaq, Ghania et Nassera, Mariam, ma sœur, et Borhan Foufa, Ben Chouben Wahiba, Ben Dali Nesma et Amel et Farid Khoja. Et tous les autres, Saïda Qadri aussi, toutes ces familles. Ce sera difficile d'être exhaustif, mais en tout cas, vous les avez remerciés si bien. Nous ont soutenus matériellement, financièrement, moralement. Franchement, barakallah fihom, yatahum saha. Oui, tout événement mérite. Rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine, moi, toujours. De ma part, je tiens juste à remercier Madame Sabrina. C'est grâce à elle que je suis ici. Bienvenue avec nous, marhaba. J'espère que cette expérience se renouvellera encore et encore, toute la pérennité à ce bel événement qui est consacré au patrimoine de l'idée, on dira, parce que cette fois-ci c'était de Wiret. L'année prochaine, on découvrira avec vous, Sabrina. Inch'Allah. Merci infiniment. Merci aussi à ceux qui sont avec nous depuis ce matin. J'espère que vous avez apprécié cette balade à travers le patrimoine et les événements de Blida. Tout de suite, on va revenir aux CIMEX algéroises à travers une exposition abritée actuellement par la galerie Mohamed Rassim. C'est au cœur d'Alger que Saïd El Djama rencontre son public. Et voici le compte-rendu de cette exposition avec Ferial Hamdi. La galerie d'art Mohamed Rassim abrite depuis le début de ce mois une belle exposition de Saïd El Djama. La peinture de Saïd nous plonge avec force dans l'abstraction. Sa peinture s'exprime en matière, en couleur et surtout en gestuelle.
Il nous guide dans des univers où la liberté s'exprime avec déterminisme. Je dirais même avec nécessité. En ce qui concerne les techniques, c'est selon le ressenti, selon les moments, selon les instants, selon les rencontres. Et donc du coup, je passe d'un sujet à un autre, d'une technique à une autre. Ça dépend. Saïd est né en Algérie. Il quitte très jeune son pays et sa route le mène à Paris. Entre telle toile et telle toile, c'est-à-dire les moments sont très particuliers. Donc je n'ai pas une touche spécifique pour un travail. Alors moi, si vous regardez mes toiles ailleurs, il n'y a pas quelque chose qui me définit directement. Parce que je passe d'un sujet à un autre et d'une façon de travailler à un autre. Au fil de ses œuvres, on passe des arabesques pures, gracieuses, souples et lyriques, à des espaces construits de verticales, dressés, laissant apparaître des lumières sous-jacentes et des univers oniriques. À l'étranger, moi j'ai exposé quasiment dans toute l'Europe, quasiment, même au Japon. J'ai exposé aussi à Johannesburg. L'exposition se tiendra jusqu'au 15 de ce mois. Avis aux amoureux de la peinture. Attention, attention, attention. Ça y est. Un petit comme ça avec l'image. Mea culpa, tous ceux qui nous regardent. Donc voilà, c'était un bout ou un extrait de cette exposition qui a été abritée par donc la galerie Mohamed Rassim avec Saïd El-Jama qui s'exprimait à l'instant, l'artiste qui était à l'honneur à l'occasion de cette exposition. Bon, mais maintenant, on va mettre à l'honneur nos amis, donc les habitués du dimanche, donc en l'occurrence Mariam ou Saïd, bonjour, dans le rôle de petits globetrotters à la recherche, des plantes. Ouais. Aujourd'hui, vous avez été où donc Aujourd'hui, toujours à Alger. Et, en fait, c'est une floraison spectaculaire qu'on ne doit pas rater. On doit profiter donc, de cet arbre qui est le jacaranda. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Avec plaisir. Donc, le temps de découvrir cette belle plante, on va d'abord présenter Jawdet Guessouma ici présent, donc il n'est plus à présenter, à présent pour les fidèles. Bonjour. Bonjour. Bon, ça va bien. Ça va très bien, Jawdet. Bon, je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce qu'il fait dans l'équipe, il nous parle des belles lettres, il nous parle aussi donc de la bonne parole inscrite dans le monde littéraire. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir aussi de retrouver Yazid Ait Mahiddine. Bonjour, et je précise que... Avec un joli papillon bleu ce matin. Oui, je l'ai acheté au golf. Hein. Il nous donne la passe, moi j'en porterai pas. Je voulais juste dire une chose, c'est qu'il y a un contraste, vraiment un beau contraste de vert entre ce qu'elle porte, la couleur du siège et puis... et le petit... Oui, il faut le montrer là. Il faut faire ça. Là, c'est assorti, c'est pas... c'est assorti. Ça, c'est à cause du papillon. Hein. Oui, je crois que c'est ça, ça l'esquive. Hein, ça esquive. Comme ça, il esquive. Donc, après cette agréable petite esquive, on revient d'abord à Jawdet Guessouma qui va nous parler un petit peu de l'actualité littéraire de cette semaine ou peut-être de ses choix à lui, donc ses coups de cœur en matière littéraire. J'aime bien votre introduction. Oui, alors de quoi s'agit-il? Le sujet, de quoi? Est-ce qu'on est dans l'actualité? Est-ce qu'on est plutôt dans les coups de cœur? Oui, on est dans l'actualité, on est dans une littérature un peu plus générale. Là, juste deux propositions des éditions Arafat qui viennent de nous sortir vraiment, c'est tout frais. Un livre sur le shahid, donc le martyr Abdelkader Ben Hamida. Donc, Nidal fi kul jabahat, il est en version arabe. Donc, Ta'lif Mohamed Ben Aziz. Donc, Ben Aziz est un enseignant, un inspecteur de l'éducation nationale, né en 1945 à Bouzada, qui nous livre le parcours qui va sur les traces du shahid Abdelkader Ben Hamida, qui est un grand martyr, qui est le résultat, si vous voulez, d'une formation du scoutisme. Donc, il a côtoyé les plus grands martyrs aussi. Et donc là, on va sur ces traces. Là, il s'excuse, l'auteur, il dit que ce n'est pas une œuvre littéraire,
Donc c'est une œuvre monographique avec des pistes sur la biographie de ce Cheikh Abdelkader Ben Hamida et aussi de son parcours de scoutisme et tout, qui est très très important. Ensuite, on a un roman. Là, vraiment, c'est un coup de cœur parce que c'est tout frais, ça vient de sortir aux éditions Arafat. Et c'est l'histoire, bon, donc le roman s'appelle L'oiseau jaune, Tiyara Sfara, qui n'est pas aussi poétique que ça en a l'air. Quand on vous parle de Tiyara Sfara, ce fameux T6, qui est juste un petit avion jaune. Donc le roman est écrit par Najib Laraba. Pourquoi j'insiste bien sur le nom Najib Laraba? Parce que c'est un pilote, tout simplement, un pilote, donc pilote d'avion et d'hélicoptère, scénariste, réalisateur, auteur de plusieurs téléfilms et documentaires. Il est né en 1954 à Gosbat. Gosbat, c'est dans les environs de Ngaous, c'est à 15 km de Ngaous. Batna, donc. Encore une fois, voilà, donc à Batna, dans les Aurès, et Najib, donc, et... C'est l'une des rares régions où l'on trouve, comment dire, un centre d'apprentissage du pilotage. Oui, il y a même une école privée, dans la région. Dans la région. Bah, si vous voulez aussi les tanks pour la maintenance. Parce qu'à l'entrée de Batna, vous avez justement les blindés. C'est des simulateurs, on peut s'y mettre à piloter. Oui, je crois qu'à l'époque déjà c'était 4000 dinars l'heure, donc ça a dû augmenter. Si vous avez les moyens, on y va, il n'y a pas de souci. 4000 dinars pilotés, c'est du coup. À l'époque, je travaillais à la FASA, la Fédération du sport aérien, et je sais que ça coûtait quand même un peu bonbon tu vas nous introduire. Voilà, parce qu'il vous faut déjà un certain nombre d'heures pour que vous ayez votre première licence. Mais c'est vrai que c'est faisable, il n'y a pas de souci. On ne va pas faire comme Abbas Ben Oufernas. On ne va pas se brûler les ailes, n'est-ce pas? On va pas se jeter comme ça. Justement, parlons de ce brûler les ailes. Oui, on revient au pilote, allez, on revient à l'Araba. Donc, Najib Laraba est donc un écrivain aussi qui sait très bien raconter les choses. Donc là, vraiment, quand vous lisez L'oiseau jaune, parce que Tiyara Sfara, à l'époque, c'était, pendant la guerre, c'était un prélude à des malheurs. C'est-à-dire c'est quelque chose qui présageait le malheur, parce que Tiyara Sfara, c'était un avion de reconnaissance, en fin de compte, et aussi de photos aériennes. Et si cet avion survolait une région, on était sûr d'avoir un bombardement. Un bombardement après, ou du napalm carrément. C'est le napalm. Carrément le napalm, oui. Donc voilà, donc là on a un récit entre une formidable histoire d'amitié et d'affection, et paradoxale d'ailleurs, entre un enfant qui s'appelle Najib et un capitaine d'aviation qui s'appelle Michou. Et il s'avérera par la suite que ce capitaine d'aviation a perdu un fils qui avait l'âge de ce Najib. Et il y aura donc une formidable histoire d'amitié. Et Najib a un père, et c'est dans cette atmosphère terrible de la guerre, avec des odeurs d'essence brûlée, de napalm, de chauffe, de chaleur, de froid intense, tout ça, même des migrations. Et donc Najib Laraba va faire un récit, il va décliner un récit superbement bien écrit, très bien écrit, entre cette histoire de ce jeune Najib, cet enfant, dont le père va émigrer, l'Khdar va émigrer, et sa mère, donc la mère de Najib Aqila, va élever cet enfant dans la dureté de la guerre, etc., etc. Et puis, donc, c'est un superbe récit dans lequel Najib, le petit enfant, va changer la destinée atroce de ce capitaine qui a tué, qui a bombardé. Et ça va, au fur et à mesure, il va changer la vie de ce capitaine. Et avec un dénouement vraiment voilà, on ne va pas découvrir toute l'histoire, mais déjà on est après. Vu que Najib Laraba sera en vente dédicace le jeudi prochain à partir de 14h à la librairie du Tiers-Monde, en plein centre d'Alger. Donc vous pourrez lui poser toutes les questions et vous pourrez lire ce livre qui est vraiment un récit succulent. Vraiment vous nous en avez donné l'envie, hein, croyez-moi. Voilà. On était là. Oui, mais bien raconté comme ça,
on est tout dedans. On est dedans, effectivement. Donc Shahid Abdelkader Ben Hamida, écrit par Mohamed Ben Aziz, une monographie sur le Shahid, et aussi Najib Laraba dans son roman L'oiseau jaune, Tayara Sfara. Puis pour parler d'actualité, il y a l'actualité en ce moment, il y a un colloque sur les risques sismiques en Algérie. Absolument. Et donc moi je me suis, juste pour un peu être dans le temps, dans l'actualité, je me suis intéressé à peut-être éventuellement quelques écrivains qui ont écrit sur les séismes. Voilà. Donc je n'ai hélas pas beaucoup trouvé beaucoup de monde, à part un bonhomme qui s'est glissé comme ça entre les recherches et qui s'appelle Slimane Aït Seidoum. Donc c'est un écrivain algérien qui a travaillé comme journaliste, comme enseignant en langue et littérature française. Et il a écrit sur le séisme de Boumerdas. Oui, on en parlait tout à l'heure. Je le fais très peu dans la littérature, c'est étrange. Et donc, lui, il raconte un peu les turbulences de ce séisme en 2003 à travers une histoire d'amour justement très turbulente, parce que le héros ou le anti-héros de ce roman qui s'appelle La Faille, paru donc chez Chihab en 2003. Donc il avait fait lui d'abord les 3 doigts de la main, c'est-à-dire que Slimane Aït Seidoum a perdu des doigts dans un attentat, et donc il en a fait un roman, mais un roman très humoristique. Il prend toujours en décalage dans son écriture des événements tragiques. J'imagine. C'est extraordinaire. Je ne sais pas comment. Ce n'est même pas de la résilience. C'est vraiment un dépassement. C'est de la puissance. C'est de la puissance empirique comme ça sur les choses, dans lequel il va mettre du sentiment à travers l'œuvre romanesque. Donc là, c'est les 3 doigts de la main. Ensuite, il va écrire La Faille. Donc c'est une histoire d'amour un peu interlope, un peu suspecte, parce que le héros va tomber amoureux de la femme d'un colonel. Et la femme, elle est dans une association qui va venir aider justement les victimes de Boumerdas, du tremblement du séisme de Boumerdas. Et là, il va y avoir tout un ensemble d'événements, de turbulences, justement. Justement, dans cette atmosphère générale sont la catastrophe, les décombres et tout. Et le héros va vivre un ensemble de catastrophes, justement, émotives et affectives, dans cette atmosphère générale. Donc c'est vraiment à lire, La Faille, paru chez Chihab, en 2005. Un roman superbement écrit, encore avec cette force de détail humoristique et cette ironie vraiment. Ce n'est pas sarcastique, c'est seulement très ironique, c'est potache. Ensuite, elle a écrit Les Révoltes feutrées, c'est aussi un roman en 2008 qui va justement évoquer un peu toute cette Algérie pendant l'après-terrorisme et comment elle a commencé à se relever petit à petit. Donc des atmosphères, Slimane Aït Seidoum est vraiment un excellent esthéticien de son époque, où il va greffer plein d'histoires fabuleuses et humoristiques et un peu ironiques sur la situation. Absolument à découvrir. À découvrir, ouais. Donc les 3 sont parus chez Chihab, Slimane Aït Seidoum, La Faille, Les Révoltes feutrées et Les 3 doigts de la main. Voilà. Merci infiniment. Merci. On passe maintenant à notre ami Yazid Aït Mahiddine. Bonjour. Voilà, toujours à la découverte de ses coups de cœur également. Oui, ou peut-être un coup de gueule, qui sait. Oui, j'empiète sur la rubrique de Joe. Je vais parler de littérature aussi. Oui, mais comment parler avec de littérature? Plaisir. C'est du street art qui se passe du côté de Oued-Souf. En fait, vous allez voir des livres, des compteurs et des niches d'électricité baptisés au nom de grands classiques. Regardez. L'image arrivera certainement. Donc, qu'est-ce qui a attiré votre attention? En fait, j'ai attiré parce que nous avons du Kafka, nous avons du Baudelaire, nous avons de Madame Bovary, nous avons L'étranger de Camus, nous avons pratiquement tous les livres et on les voit. C'est quelqu'un qui doit être un passionné de littérature qui était là à peindre un peu Nous allons voir, donc voilà. Tolstoï. الحركات الخليل جبران اللي صفات من العمر
Oui, exactement. George Orwell, et en plus il est... Une idée pour lire et relire les classiques. Je suis jaloux de ta chronique. Et puis voilà, donc hein, c'est magnifique. C'est à Oued-Souf, vous le disiez? C'est à Oued-Souf, en fait. C'est un classique, il est très documenté. Ah oui, absolument. Et puis la pauvre Werqa, les bonnes fées qui se retrouvent dans les niches de compteurs d'électricité ou de gaz ou de CA, je sais pas. Et je pense que si Jawdet l'avait initié au dessin, il aurait fait encore plus. Il va le faire, il aurait mis un peu de couleur. Je crois que je vais le contacter, lui. On va le contaminer par la couleur, ça sera encore plus bien. Voilà. Et puis là, je parle de la NASA, puisque la NASA a annoncé le 25 avril dernier que finalement, on pourra avoir de l'oxygène sur la Lune. Comment ils l'ont fait? Bon, ils ont essayé de procéder comme on fait pour la fabrication des panneaux solaires et pour faire de l'acier. Donc, c'est un simulateur, c'est un réacteur carbothermique, donc ce réacteur carbothermique à l'intérieur. Donc, ils ont essayé à l'aide d'un laser pour décomposer en fait le monoxyde du carbone pour à partir du monoxyde de carbone fabriquer de l'oxygène. Et en fait, il y va de la pérennité du genre humain, puisque cet oxygène permettra à 8 milliards d'habitants d'en bénéficier sur 100 000 ans. En cas de guerre nucléaire, par exemple. Voilà, donc ça c'est par rapport à... Ça peut être l'alternative, comme la science-fiction nous l'a toujours donné. Et puis Artemis, d'ici 2025, donc elle va engager aussi un voyage, elle va s'allumer, comme on dit. Donc, ils peuvent aussi travailler à l'aise, parce qu'il y a aussi des pilotes de Apollo qui ont décidé, faute d'oxygène aussi. Il y a eu des missions où ils n'ont pas pu réussir leur mission. Donc, avec cette invention, avec cette nouvelle, donc ils vont y aller travailler. Et générer de l'oxygène sur place. C'est bien. C'est le problème pour Mars. Ils doivent générer des quantités phénoménales d'oxygène. C'est vraiment un des seuls problèmes qui existent. Oui, parce qu'en fait, il y a cette régolithe qui est les poussières lunaires. À partir de ces poussières lunaires et à l'aide d'un laser, ils sont arrivés dans un réacteur carbothermique. Donc, ils ont réussi à dégager du monoxyde du carbone. Et à partir du monoxyde du carbone, ils sont arrivés à fabriquer de l'oxygène. Après, on reste dans la science, puisque la ville El Kader dans l'Iowa aux États-Unis ont réceptionné la statue de l'émir Abdelkader. C'est une campagne de la fondation Abdelkader Project for Education. Donc, il y a toute une campagne que mène cette fondation qui s'appelle « Je suis ton protecteur », I am your protector, Ana Hamik. Donc, et c'est toute une fondation qui se trouve donc à El Kader qui mène ce travail. Il y a même le prix d'El Kader, etc. Donc, ils encouragent les artistes algériens qui ont déjà produit d'ores et déjà des spécimens de bustes de l'émir Abdelkader qui ont été exposés lors de ces événements à El Kader, dans cette ville qui porte le nom de cette homme de foi. Oui, c'est pour valoriser un peu
ces symboles et ces figures qui ont contribué par leurs œuvres à l'épanouissement et à la promotion de la culture. Du vivre ensemble. Et du vivre ensemble. Voilà, du vivre ensemble. Voilà. Effectivement. Donc, et puis, je ne peux pas rester dans cette rubrique sans parler de ChatGPT. Ah, on y revient quand même. Oui, ChatGPT. Je me disais, il manquait quelque chose. Ah bah ici, il n'a pas parlé d'intelligence artificielle. Eh bien, beaucoup de métiers vont disparaître. Peut-être pas. Et ChatGPT a annoncé que c'est 34 métiers manuels qui vont résister. Combien de métiers manuels? 34 métiers manuels. Wow, c'est pas beaucoup. Voilà les jeunes qui arrivent et qui veulent trouver du travail. Donc ils doivent faire soit plongeur, coiffeur, plombier, peintre, marbrier, carreleur, maçon, maquignon, tarrah, marflaïk. Bien sûr, Moulsana. Voilà, parce que l'artisan, seul l'artisan peut conserver son métier en fait. Oui. Donc c'est un appel à conserver donc et les métiers et il y a même la société. On va vous croire, Yazid, voyons. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai tout. Ça peut être aussi, ça peut être exploité à bon escient pour gagner du temps aussi. Oui, oui, mais on peut conserver notre métier et puis aller plus vite. Absolument. D'ailleurs, même il y a IBM, par exemple, qui va licencier pratiquement 26 000 personnes pour les remplacer par les algorithmes. Donc les algorithmes vont changer. Et puis des États-Unis au Canada, puisque, j'ai dit au Canada parce que la plupart des joueurs, c'est des Algériens issus donc, de notre communauté au Canada, c'est pour parler de World Hockey Cup qui s'est déroulé au Koweït, où l'Algérie a gagné, je pense, face à l'Égypte, mais elle a perdu face à la Tunisie. Et puis, nous allons écouter notre grand hymne national. Ça, c'était une finale. Donc en fait, ça s'est déroulé. Une belle patinoire. Oui, hein, oui, la semaine dernière, je pense le 9 mai dernier, et l'Algérie, bon, malheureusement, elle a perdu face à l'Égypte, mais elle a gagné elle a perdu face à Tunisie. Mais elle a été finaliste. Mais elle n'était pas finaliste en fait. La finale a été gagnée par le Liban. En fait, c'est les communautés arabes au niveau du Canada, donc aux États-Unis au Canada, qui ont formé des équipes pour en fait jouer cette coupe arabe du encourager hockey. ce sport, encourager la pratique du hockey dans les différents pays arabes, j'imagine. Parce qu'il y a beaucoup de champions algériens au Canada qui jouent au hockey. Donc on a même reçu un champion qui était le meilleur joueur du hockey au Canada, je pense en 2006, en 2007. Voilà. Et puis, j'ai vu cette photo de Festival de Cannes avec ce film Omar la fraise d'Ilyes Belkeda. Je n'ai pas été reçu au casting. Ah bon? Dommage. On aurait été ravis de te voir. Ça devait être fait, je crois, avec Tahar Rahim. Oui, Tahar Rahim. Ça, c'est un scoop parce que avec un clin d'œil à notre ami Fouzi Saïchi, avec notre ami Fouzi Saïchi. Qui a participé. Ils ont tourné le climat de France, d'ailleurs. Oui, ils ont tourné. En fait, celui qui a tourné le clip de Snake, en fait, celui qui a fait ce film, qui est Ilyes Belkeda, avec, donc, on voit Reda Kateb, et puis Benoît Magimel, les deux rôles principaux, c'est Reda Kateb et Est-ce qu'ils ont reçu des prix? Non. Pas encore. Non, c'est juste là. Ils sont nominés. J'étais un peu marqué par cette marche de Cannes. Et puis ils avaient cette musique folklorique, etc., avec pas mal d'acteurs, Mariam Mamiyar, donc Reda Kateb, Fouzi Saïchi, Morad Khan.
Voilà, donc voilà, une belle pléiade de belle comédiens comédie algériens. rigolote, Très bien, voilà. excellent, excellent. Bon, j'aurais aimé être. Oui. Qui sait, un petit jour, qui sait. Voilà, et je voulais juste vers la fin faire un coucou à Madame Ma'bout Wahiba de Délice, qui est une fidèle téléspectatrice. Merci beaucoup, Wahiba. Moi, je pensais que l'hommage, c'était pour toi, mais. Ah, t'as vu, je pensais que J'ai commencé par elle. Il regardait dans cette direction. Moi, j'attendais un bel hommage à Madame. Non, je regarde la caméra. Oui, j'ai appris à regarder la caméra. Eh ben, Voilà. excellent, excellent. Ben, la caméra est juste derrière Mariam ici présente, donc il y a aussi son mot à dire dans cette émission. Eh ben oui, donc moi aujourd'hui je vous amène en balade. Donc si vous avez l'habitude de déambuler dans les rues d'Alger, je suis sûre que vous êtes passé à côté de jacaranda. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait il est en fleurs. C'est le moment où il est en fleurs et il est spectaculaire. C'est un arbre magnifique qui a en fait la particularité, Radia, un petit peu comme la glycine. En fait, les fleurs apparaissent directement sur les branches avant l'apparition des feuilles. D'accord. Donc c'est ça qui fait la beauté de cet arbre. Et donc voilà, le jacaranda. Oh, il est beau. Voilà, le jacaranda. La liberté, quand les feuilles, enfin les fleurs tombent sur le parterre vert, c'est formidable. Beau, hein. C'est magnifique, c'est comme ça. C'est vrai que c'est du pourpre, un peu comme voilà, les glycines, violacées. C'est pour ça que j'ai choisi un al-warqa al-maskina. Ah, d'accord. Donc, oui, que peut-on dire de cet arbre, justement? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet arbre? C'est un arbre qui a été introduit il y a à peu près une centaine d'années, qui a bien poussé dans les jardins botaniques, un peu partout, aussi même dans des demeures aussi. Mais en fait, sa particularité, c'est que déjà, il fleurit au mois de mai. Il a une très très belle floraison. C'est un arbre en fait qui est originaire du pourtour méditerranéen, mais qui a commencé à être mis comme arbre ornemental il y a une centaine d'années, et ça continue puisqu'on retrouve de jeunes arbres, Radia. Donc si on descend juste du côté de le champ de manœuvre, voilà, du côté de champ de manœuvre, la nouvelle placette là qui a été aménagée il y a quelques années, eh ben il y a de jeunes jacarandas en fleurs en ce moment. Ça doit être beau. Alors on va faire un petit crochet par le 1er mai. Effectivement, et on le retrouve un peu partout, hein, vraiment un peu partout dans Alger. Je les trouve à El Bière, à Kouba, vraiment un peu partout. Et sa floraison spectaculaire, et en même temps c'est une floraison odorante, donc ça sent très bon. À condition que comme les glycines. Exactement, comme la glycine. En fait, tout est comestible. Ce qu'il faut savoir dans cet arbre, en fait, on l'appelle aussi l'arbre de l'amour. Pourquoi? En fait, parce que tout simplement, la forme de ses feuilles sont en forme de petits cœurs. Voilà. Donc, voilà pour le jacaranda. On le retrouve un peu partout. Il y a une allée qui est très célèbre, c'est en Afrique du Sud. Donc l'allée est magnifique et spectaculaire. Elle est connue dans le monde entier parce qu'au moment de la floraison, en fait, toute la ville de Pretoria est carrément violette de ces belles fleurs, de ces beaux arbres. Par contre, le petit souci, c'est qu'il faut savoir qu'en Afrique du Sud, donc à Pretoria, il y a des gens qui sont en train de demander à ce que ces arbres soient enlevés. Pourquoi? Parce que d'abord, ce n'est pas une plante endémique de la région et on veut remplacer donc les arbres de ces villes-là par des arbres endémiques. Donc il y a cette espèce de combat. Il y a un litige actuellement. Voilà. Donc entre les gens qui veulent garder la beauté de cet arbre et d'autres qui disent non, il faut les remplacer. Mais bon, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui, le jacaranda. Vous disiez comestible. En fait, tout est comestible. Étant donné que c'est un arbre mellifère, donc si vous voyez, comme je vous l'ai toujours dit à Radia, donc si on veut goûter ou savoir est-ce qu'une plante est comestible, on a juste à suivre les abeilles. Donc si vous voyez les abeilles tourner autour, donc vous pouvez les consommer. Effectivement, donc dans certaines régions, certaines tribus, certains pays connaissent, on va dire, toutes les vertus de cet arbre, puisqu'on peut faire énormément donc de médecine avec les feuilles et même aussi les fleurs. Donc on en fait aussi de la confiture, on peut en faire de l'eau, en fait des eaux sucrées où on mettra juste les fleurs du jacaranda à l'intérieur et on aura le goût légèrement parfumé de cet arbre. Voilà. Donc si on veut l'avoir dans le jardin, c'est possible. Il y a juste à se rendre Yazid au cas où tu as envie de planter un arbre, je l'ai dit. J'en ai trouvé vendredi dernier au parc zoologique, il y avait beaucoup de jacaranda. Voilà. On le retrouve vraiment un peu partout sur Alger et je vous l'ai dit puisqu'il est déjà encore cultivé en pépinière. Donc on peut le retrouver un peu partout si vous avez un grand jardin et vous avez envie d'avoir une belle floraison. Donc allez-y sur un jacaranda et vous le trouverez en pépinière. Une question, comment lutter contre le puceron de
d'une plante ou d'un arbre comme le pommier ou le citronnier. Bah écoute, moi je te donnerai toujours les consultations, c'est off the record, Yazir. C'est pas grave, je vais te donner un tuyau. On sait très bien que c'est la saison tato de l'ail, c'est la saison de l'ail. Mais il y a le puceron qui fait ravage. Eh bien, tout simplement, Yazid, tu prendras une bouteille d'eau minérale, tu mettras à l'intérieur quelques gousses d'ail, tu laisseras macérer pendant 24 heures, tu mettras dans ton brumisateur et tu brumiseras sur tous ces petits pucerons. Voilà, c'est un très très bon répulsif. La dernière fois, j'ai retenu la leçon, elle a dit que même l'oignon pouvait être valable. Exactement. Voilà, c'est le mot de fin voilà, qu'on retiendra pour cette émission. Donc, préservation et lutte contre les pucerons. Merci, Yazid. Rendre hommage pour le générique de fin pour Zahir Adjou, le musicien qui nous a quittés, Allah yarhamou. Donc, c'était la dernière phrase de cette émission. Merci de nous avoir suivis depuis le début, peut-être. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. On se quitte en chanson.